À la une, ce soir. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Sommet du G7, la pression monte sur Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ukraine will win. It's just a question of time. It's just a question of how much senseless slaughter Russia perpetrates. Allégation de racisme au SPVM, le chemin pour rebâtir la confiance s'annonce sinueux. Nous avons en face de nous une situation exceptionnelle qui mérite des actions déterminées. La fin d'un chapitre pour Gabriel Nadeau-Dubois qui ne tourne pas définitivement la page à la politique. Est-ce que vous partez serein, soulagé ou amer? Serein, oui. Soulagé, oui. Amer, c'est peut-être un petit peu fort. Déçu. Mais oui, il y a une pointe de déception. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors après le conflit en Iran, voilà que l'attention des leaders mondiaux se tourne à nouveau vers la guerre en Ukraine en ce deuxième jour du G7. Les dirigeants réunis à Évian en France ont mentionné aujourd'hui leur volonté d'intensifier la pression sur Moscou pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Sabrina, le Canada qui a d'ailleurs annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà, et ça touche 160 entités en fait, donc c'est une nouvelle sanction, donc 160 entités russes. Dans le fond, ce sont des navires ou utilisés par la Russie pour transporter de l'énergie et autres marchandises sous faux pavillon. Donc, Mark Carney, qui en a fait l'annonce après avoir rencontré Volodymyr Zelensky dans le cadre du sommet du G7. Et depuis le début de l'année, le Canada a fourni une aide militaire de 2,8 milliards de dollars à l'Ukraine. Ukraine will win. It's just a question of time. It's just a question of how much senseless slaughter Russia perpetrates. And what we see today is unity in the G7, unity behind you and behind moving forward. There's a number of tangible ways. Mark, that we have great meeting, G7 plus Ukraine, we had great meeting, and our partners supported our messages, what we really need. Donc, comme on l'a vu sur les images, le président ukrainien qui était donc présent aujourd'hui, bien sûr, au G7 pour rencontrer donc de nombreux dirigeants, des leaders, donc un petit peu partout à travers le monde. Donc, en plus du Canada, il y a les pays du G7 qui promettent aussi l'envoi de matériel militaire à Kiev. Et bien sûr, Donald Trump a parlé du conflit du côté de l'Ukraine. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il était prêt à sanctionner davantage la Russie et notamment de sanctionner quand même le pétrole russe. On sait, quand même qu'il avait décidé de retirer certaines des sanctions du pétrole russe. Et voilà qu'il a annoncé ceci aujourd'hui. Il a dit, nous allons pouvoir le faire parce que le pétrole circule désormais librement. Donc, faisant référence, bien sûr, au détroit d'Ormuz. On peut aller l'écouter. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. This is on a monthly basis. They average 25,000 people. Et bien sûr, Sabrina, il y a la situation au Moyen-Orient qui a aussi fait l'objet de discussions. Oui, avec cet accord qui a été réalisé en début de semaine. On sait qu'il y a une signature électronique qui a été réalisée, mais la vraie signature doit avoir lieu donc ce vendredi, tout près de Lucerne, donc en Suisse. Et là, aujourd'hui, les dirigeants du G7, et il y avait également leurs homologues, notamment d'Égypte, du Qatar, également des Émirats arabes unis, qui se sont félicités, en fait, pour cet accord donc entre les États-Unis et l'Iran. Bon, aujourd'hui, notamment, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des pistes qui ont été évoquées pour réaliser le déminage du détroit d'Ormuz. Donald Trump aussi qui a réitéré aujourd'hui que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Il faut comprendre quand même que ce qu'il y a dans l'accord aujourd'hui, là, on ne parle pas justement nécessairement de la problématique au niveau du nucléaire en Iran, mais au moins ce qu'on sait, c'est que le détroit d'Ormuz devrait être rouvert et ce à partir de vendredi. D'ailleurs, il y a les dirigeants iraniens qui ont dit aujourd'hui que le blocus américain des ports iraniens avait été levé aujourd'hui. Alors, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, je vous le rappelle, sera donc signé ce vendredi. Tout n'est pas joué, bien sûr, parce qu'après ça, on se donne 60 jours pour recommencer donc des négociations, notamment pour parler du nucléaire iranien. Merci, Sabrina. On vient chez nous maintenant, un véritable mouvement qui s'amorce dans les différentes communautés après les allégations de racisme qui visent le service de police de Montréal. Des centaines de personnes ont manifesté quand même dans le calme hier devant le poste 39 à Montréal-Nord. Mais Lila, il faut le dire quand même, le chemin s'annonce long pour rebâtir la confiance.
Ouais, une manifestation aussi qui démontre à quel point les gens de Montréal-Nord veulent du changement. Alors pour qu'il y ait un changement, que faut-il? Il y a plusieurs rapports qui sont sortis ces dernières années qui en fait demandent à ce que des choses soient changées au niveau de la police, qui montrent qu'il y a une forme de racisme systémique. Et puis justement, j'en ai discuté avec une chercheure qui travaille sur les interpellations en fait du SPVM. On peut l'écouter. On a quand même travaillé sur des données de la police de Montréal pendant sur une période de 8 ans. Donc, c'est plus de 1/4 million de sommaires, donc des sommaires sur les interpellations sans motif, parce que c'est vraiment là aussi qu'il faut s'attarder. Nous avons fait une seule recommandation. Et cette recommandation-là, c'est vraiment de mettre un moratoire. Le service de police invoquait comme argument que ces interpellations nourrissaient le renseignement. Bien, il n'y a rien qui a démontré cela, bien au contraire. Alors, Marie-Christine, le profilage racial, c'est une forme de racisme systémique. Alors, j'ai discuté avec un ancien policier pour lui demander concrètement qu'est-ce que le SPVM pourrait faire. Si ces gestes-là ont été posés, puis je comprends qu'ils ont été posés, impardonnables. Inacceptable. Ces gens-là ne méritent pas d'être dans la police. À Montréal-Nord, je pense que les policiers doivent absolument s'ajuster à la population, mais ne doivent pas dépasser les limites de la légalité. Ils doivent faire leur travail d'une façon honnête, d'une façon juste, équitable et complètement neutre. Je pense que les caméras sur les policiers dans leur travail quotidien vont venir d'une certaine façon et je suis complètement neutre quand je vous dis ça. Calmer la situation. Il faut dire que plusieurs voix se sont déjà élevées, non seulement chez les élus, mais aussi dans les organismes communautaires pour exiger une enquête indépendante. Oui, donc cet après-midi, il y avait une conférence de presse du sommet Jeunes Afro à Montréal, dans le quartier Saint-Michel où je me trouve. Et ils demandent en fait une enquête publique indépendante. Mais ça prendra peut-être plus que ça pour recréer la confiance entre le SPVM et la police. La commission d'enquête, la mise en place des actions qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui, comme l'arrêt des interpellations et d'autres recommandations. Et ces actions-là, plus cet esprit d'ouverture et de détermination de nos décideuses et décideurs serait de nature à contribuer à restaurer la confiance. J'aimerais dire à l'ensemble des policiers, vous devez servir et protéger l'ensemble de votre population. Alors le chemin est long et pour plusieurs organismes qu'on a rencontrés à la conférence de presse, il y a une chose essentielle qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut maintenant qu'on croie les victimes en fait. C'est essentiel pour réussir à recréer cette confiance. Merci Lila. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez peut-être un sujet d'enquête à nous transmettre. Eh bien, je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez présentement mon adresse à l'écran. Vous pouvez également aller faire un tour sur Crave. L'ancien ministre de la Santé, Christian Dubé, sort de son silence depuis son départ de la CAQ et il n'y va pas à demi-mot en affirmant que la CAQ a renié carrément ses principes dans le dossier des négociations avec les médecins. Tout de suite en analyse avec notre collaborateur. Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, Christian Dubé qui lance une espèce de document de réflexion. Il revient sur son expérience comme ministre de la Santé, mais on sent qu'il en a quand même gros sur le cœur. Oui, il en a gros sur le cœur. Christian Dubé est retourné en politique pour supporter François Legault dans ses réformes. Il était ministre de la Santé pendant toutes ces années. Puis il avait un objectif clair, c'était de revoir, à la demande de François Legault, l'ensemble de la rémunération des élus, avec un objectif que François Legault, puis je suis retourné dans mes archives pour voir quels étaient les objectifs de François Legault qui avaient été donnés à Christian Dubé. Et ils étaient clairs. Il y en avait deux. C'était que tous les Québécois devaient avoir un médecin de famille et qu'on devait revoir le mode de rémunération. Alors, quand on regarde le résultat final, on est parvenu à ces deux objectifs-là. Donc, Christian Dubé... On le sent amer, on le sent choqué. Il dit même, ce n'est pas mon ami, c'est une relation de travail, François Legault. C'est assez particulier d'entendre ça quand on sait quand même qu'ils étaient très proches. Puis, Christian Dubé, ce qu'on comprend, c'est qu'il voulait, lui, adopter la ligne dure, même aller jusque devant les tribunaux là, pour revoir ces négociations-là. Mais là, quand on dit ça, c'est François Legault qui a mis la table pour ça. Puis là, j'ai sorti deux citations, dont une qui dit « Je veux que ça change, sinon on va aller légiférer ». Donc, Christian Dubé
était le messager du discours de François Legault. C'est François Legault qui a mis la table au début dans des propos extrêmement durs. Fait que quand j'entends Sonia Bélanger, la ministre actuelle, qui a essayé par la bande de donner un petit coup dans les jambes de Christian Dubé en disant ben ce ton-là de confrontation, c'est pas nécessairement ce que l'on voulait. C'est pas Christian Dubé à la base qui l'a mis en place. C'est son chef. Et lui, il a été pris avec ça. Il a dû durcir le ton. Mais Christian Dubé avait une réputation. Il n'a pas été en politique pour faire de l'argent. C'est un gestionnaire reconnu chez Cascade, particulièrement. Il était directeur général. Il avait une mission, puis il n'a pas pu l'accomplir. Tout à fait. Fait que je peux comprendre sa frustration en sortant de la politique, alors que lui ne voulait pas en faire une carrière toute sa vie. Là. Oui, puis il admet même qu'il a perdu la bataille de l'opinion publique. Mais est-ce que ça donne raison à tous ceux qui disent que les fédérations de médecins ont trop de pouvoir? En tout cas, moi, je le pense sincèrement. Les fédérations de médecins ont été extrêmement dures. Ils l'ont complètement crucifié. Ils ont joué la ligne dure comme dans le passé. Puis moi, je rappelle aux gens, François Legault, lorsqu'il a commencé cette négociation, il avait dit tous les anciens partis politiques au pouvoir, donc il parlait du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, ont toujours flanché face aux médecins lorsqu'on parlait de la rémunération. Donc, à chaque fois, on a rajouté de l'argent, mais il n'y a pas plus de Québécois qui ont été pris en charge. Et là, moi, je dirais, quand les fédérations se sont reculées et que les médecins ont pris la parole et ont parlé de leurs conditions de travail, là, on dirait que l'opinion publique a complètement changé. Christian Dubé l'a confirmé. Il n'était pas armé, il n'avait pas les chiffres et ça a été un échec pour lui. Sujet plus léger en terminant, Alain. Je veux absolument parler de ces mots qui sont bannis à l'Assemblée nationale. Il y en a quand même pas mal, 428. Il y en a 10 de plus aujourd'hui. Bonbon électoraliste, championne, cochonné, complicité. Pourquoi complicité? Honnêtement, je pense que c'est des mots qui ont été utilisés dans un contexte. La complicité avec, exemple, la mafia, comme l'a utilisé pas Saint-Pierre Plamondon. Oui, là, ça veut dire que ce mot-là est quand même banni. J'ai hâte de voir comment la présidente ou le prochain président va réussir à faire appliquer champion, championne quand ça va être utilisé dans des conditions positives. Ben oui, on comprend que Ticoun soit banni, mais champion... Je suis d'accord avec toi. Merci, Alain. Ça fait plaisir. 36 communautés autochtones au Canada sont toujours visées par des avis d'ébullition d'eau à long terme. Le gouvernement libéral de Mark Carney a déposé un projet de loi pour mieux garantir l'accès à l'eau potable dans ces communautés. Ottawa prévoit investir 4,6 milliards de dollars supplémentaires sur 5 ans avec le projet de loi C-37. L'annonce a été faite alors que les députés s'apprêtent à quitter pour la pause estivale. On sait que pas toutes les communautés ont les mêmes besoins. Ils ne sont pas toutes dans la même place. Il va y avoir certaines communautés qui sont vraiment aux capacités, qui vont avancer dans le processus très vite, mais il va y avoir aussi des communautés qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de support. C'est pour ça qu'on travaille avec eux où ils commencent et on va les amener à la ligne finale. En Estrie, maintenant, il y a de nouveaux propriétaires qui sont impatients d'emménager dans leur toute nouvelle maison. La livraison est prévue dans les prochains jours. Tout est prêt, sauf une chose, l'électricité. Fanny Lachance-Paquette. Au cours des prochaines semaines, 42 ménages doivent s'installer ici, dans le quartier des Papetiers à Windsor, mais le déménagement risque de se faire dans le noir. Les promoteurs et constructeurs du quartier dénoncent les longs délais d'Hydro-Québec pour accorder les maisons à l'électricité. Mais les dates changent à toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on a une nouvelle version. C'est pas prioritaire. Présentement, on a 12 maisons en chantier qui sont pas raccordées, dont 3 clients qui rentrent au 1er juillet ou même la 7 semaines pour les premiers. La dernière version que j'ai eue, c'est le 29 juin. Les locataires devraient arriver aux alentours du 27 juin, qui est la fin de semaine, idéalement. Le 1er juillet est un mercredi de mémoire. Donc, on s'entend que ça fonctionne pas déjà. Là. Les premières demandes sur le projet remontent à avril 2024. La rue est prête pour les niveaux depuis septembre 2025 et nos premières constructions ont commencé en janvier dernier. Donc, il y a eu amplement le temps de planter les poteaux, mais de semaine en semaine, il y a des délais qui s'additionnent qu'on peut pas trop expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que les travaux sont prévus pour que le service soit disponible à partir de ce vendredi 19 juin. Ce genre de travaux-là, on est dans des délais qui peuvent atteindre 12 à 18 mois. Donc, ça n'a rien à voir avec les conditions de travail. C'est qu'on va se retrouver avec des situations où on va devoir obtenir, par exemple, des servitudes. On doit coordonner tout ça avec les travaux de génie civil. Donc là, ici, les gens doivent rentrer quand? Les gens rentrent vendredi cette semaine ici. On a dû arrêter le chantier pendant 2 mois en attente d'hydro. Puis finalement, on n'a pas eu le choix de leur repartir à génératrice avec des chauffages temporaires pour pouvoir livrer à temps. Mais ça nous met extrêmement serré, ça retarde les chantiers, ça donne des coûts supplémentaires aussi. On est en construction avec des génératrices depuis le début parce qu'Hydro n'arrive pas à brancher les maisons ou donner du courant. Donc, on fonctionne avec des grosses génératrices portatives qui coûtent très, très cher au niveau du diesel. On est à plus d'une vingtaine de $1000 par logement.
par bloc, par 6 logements. Je dirais que c'est un peu la maison des fous. D'une fois à l'autre, on appelle, ils n'ont pas de réponse, ça se transfère d'un département à l'autre, c'est la faute d'un sous-traitant, c'est la faute de Bell. Donc, il y a différentes réponses qui changent d'un appel à l'autre. C'est un parc de poteaux qui appartiennent à Bell et pas à Hydro-Québec. Donc, il y a plusieurs poteaux qui devaient être plantés. Tout ça est effectué, tout ça est terminé au début du mois de mai. Toutefois, il y a un poteau qui, lui, est dans une ancienne portion de ce réseau-là. Pas un des nouveaux poteaux, mais un ancien poteau qui devait être remplacé. Ça s'est fait finalement le 11 juin. Les constructeurs assurent que personne d'Hydro-Québec n'est passé la semaine dernière. Et ce mardi 16 juin, nous avons vu des sous-traitants d'Hydro-Québec en train d'installer un poteau. Ça devrait être un service qui devrait déjà fonctionner sans qu'on ait à appeler aux médias. Mais on dirait que c'est la seule chose qui fonctionne, qu'on voit fonctionner ailleurs aussi. 1er juillet, hein, c'est une date charnière. Il y a beaucoup de déménagements au Québec, il y a beaucoup de demandes de travaux. On fait effectivement tout en notre possible pour être capable de travailler le plus rapidement possible. C'est un stress supplémentaire qui n'est pas prévu et pas nécessaire, je crois. Les constructeurs me disent qu'il y a plusieurs chantiers pour lesquels ils connaissent de longs délais avec Hydro-Québec. À Windsor, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Il y a eu 8 décès de moins dans des accidents de la route l'an dernier comparativement à 2024. C'est selon les données les plus récentes de la SAC, en fait, les données qui sont publiées aujourd'hui. Les collisions qui impliquent des camions lourds ou des piétons, surtout des personnes âgées, sont en hausse. C'est le cas aussi pour le nombre de blessés, qu'ils soient graves ou légers. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos où des gens prétendent commettre des vols à l'étalage. These are cool. On sait why not. C'est des vidéos qui accumulent des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sont des mises en scène, d'autres qui sont un peu plus difficiles à cerner si c'est réel ou non. Mais une chose est certaine, c'est qu'auprès des jeunes qui les consomment, il peut y avoir un vrai impact. Il y a là-dedans une espèce de banalisation, si on veut, du geste qui est commis, qui est un geste criminel. Ils sont en recherche totale d'identité. Ils se rebellent un peu contre les adultes, contre leurs parents. Ils se cherchent beaucoup. Et donc, ils peuvent aller chercher, là, dans ce genre de vidéos-là, une espèce de modèle à suivre. Le côté aussi suggestible est vraiment élevé. Donc, c'est très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'être soi quand on est ado. On cherche à être différent des adultes, mais si on remarque bien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus charmant, d'une certaine manière, quand tu vois des ados. Ils sont tous pareils. Tout d'un coup, il y a une coupe de cheveux qui part. On a tous la même coupe de cheveux. C'est un phénomène qui est amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux qui a tendance à pousser du contenu similaire à ce que l'on a déjà consommé. À force d'être exposé au même comportement encore et encore, ils peuvent finir par être banalisés. L'adolescent va avoir de la difficulté à discerner est-ce que c'est valide ce que la personne dit. Puis là, je me le fais rappeler au niveau des algorithmes. C'est ça qu'il faut qu'on aide les ados à développer leur esprit critique parce que l'ado brillant aussi a le goût de savoir s'il est en train de se faire flouer. Une somme de 1 milliard de dollars supplémentaires sur 10 ans sera allouée pour aider les villes à entretenir ou encore remplacer leurs infrastructures en eau vieillissante. Christine Fréchette va puiser ses fonds dans l'enveloppe de 10 milliards octroyés par Ottawa le 2 juin dernier, mais ce ne serait pas suffisant, selon le ministre des Finances, Éric Girard, qui estime le déficit de maintien d'actifs du gouvernement provincial qui se situe à près de 50 milliards de dollars. Québec va mettre une somme maintenant de 20 millions de dollars par an dans les poches des universités anglophones pour qu'elles renforcent le français de leurs étudiants. McGill, Concordia et Bishop devront s'assurer qu'au moins 60 de leurs étudiants non québécois soient capables de parler un minimum le français. On prévoit notamment des activités d'immersion culturelle ou encore des cours de français, mais les étudiants ne seront pas obligés de suivre ces cours. Je parle maintenant d'un centre de liquidation de Trois-Rivières qui est incapable de vendre des produits frais. Une clause de son bail restreint ses activités malgré la popularité grandissante de ce genre d'épicerie dans un contexte, vous le savez, économique difficile. Coralie Morancy.
Ici, dans le centre commercial du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, un bras de fer oppose un commerçant à Métro, l'une des plus grandes chaînes alimentaires au Québec. C'est qu'on empêche le commerce de vendre du pain et des fruits à prix réduit. Que ça soit du lait, des œufs, des fruits, des légumes. Parce que Métro a mis des clauses d'exclusivité sur le bail et qu'ils ne veulent pas retirer malgré la nouvelle loi anti-concurrence qui a été votée en 2024. On tente d'éliminer la compétition en éliminant la compétition finalement avant qu'elle émerge, que ce soit pour ce qui est de ce qui est vendu dans un magasin, l'endroit du magasin, donc ça va quand même assez loin, là. Depuis plusieurs années, Boom Liquidation offre ses produits dans 7 magasins à travers le Québec. La problématique est survenue lorsque l'entreprise a voulu élargir son offre alimentaire à Trois-Rivières. Le dernier document qu'on nous a envoyé, ça nous demandait de signer par écrit un engagement comme quoi on s'engageait à ne vendre aucun produit frais. Ça nous disait même qu'on pouvait vendre des produits secs et congelés uniquement si ceux-ci étaient très proches de la date ou étaient passés date. Comme le Bureau de la concurrence doit mener ses travaux de manière confidentielle, la situation n'a pu être commentée. Ils assurent que chaque dossier est étudié attentivement. Si le Bureau obtient des preuves qu'un comportement enfreint les lois que nous appliquons, nous prendrons des mesures appropriées. Les contrôles de propriété visant des concurrents peuvent soulever de nombreuses préoccupations en matière de concurrence. Cependant, ce ne sont pas tous les contrôles de propriété visant des concurrents qui remplissent les critères juridiques nécessaires pour soulever des problèmes relativement à la loi sur la concurrence. On a déposé une plainte au Bureau de la concurrence la semaine dernière. On vient d'avoir l'accusé réception. On espère que ça suffira pour faire reprendre raison à Métro avant qu'on se lance dans un processus avec des avocats. Il y a une loi depuis 2024. Les clauses restrictives sont interdites. Mais dans mon cas, pour ce qui est de comment moi je vois les choses, c'est que c'est sûr que c'est pas la première fois que Métro fait ça. Le chiffre d'affaires du magasin Trois-Rivières demeure bien inférieur à celui de ses autres commerces. Sans changement, le propriétaire peut craindre pour la survie de cette succursale. De toute façon, comme on se considère dans notre bon droit, nous, on va commencer dès la semaine prochaine l'installation de réfrigérateurs, puis emmener tout ce genre de produits qu'on nous interdit de vendre pour les offrir à notre clientèle, puis leur permettre de faire des grosses économies. On est quand même dans un quartier qui est assez défavorisé et je pense que tout le monde aurait à y gagner. En 2021, au Canada, on avait 22 supermarchés pour 100 000 habitants. On est rendu à 18 maintenant. D'empêcher quelqu'un d'autre de bâtir un autre magasin. Puis ça, c'est vraiment le côté noir de la distribution alimentaire qui est de plus en plus exposé, et c'est tant mieux. Le propriétaire aurait tenté plusieurs discussions avec Métro, mais les deux parties ne sont toujours pas parvenues à trouver une entente. À Trois-Rivières, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Nouveau Info. On entend beaucoup parler de la situation actuelle. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut. On se trouve actuellement au-dessus du lac Saint-Pierre. Le troisième coup, c'est un crochet avec 1. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est comment ça peut être bénéfique. On va poursuivre sur le sujet. Ça a été quoi ta première réaction? Ça se peut que ce soit difficile. L'actualité au bout de vos doigts. Parce que plus que jamais, l'actualité divise et que tout le monde a des opinions. Laisse-moi te parler 30 secondes. Ils voulaient qu'on fasse du nouveau journalisme. On fait du nouveau journalisme. On peut dire qu'on est franchement au cœur de l'action. Nouveau est déployé sur le terrain d'un océan à l'autre avec notre équipe. Sur la route, dans le cadre de cette tournée Nouveau Info 2025. Michel, on termine ça ici. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Difficile de comprendre l'ampleur de la détresse psychologique de nos médecins, des lacunes observées dans les données québécoises. Sommet du G7 après l'Iran, l'attention des dirigeants se tourne maintenant vers l'Ukraine. On en parle avec Yves Boisvert. Et Génération Musique Plus, un spectacle pour nostalgiques. L'animatrice Geneviève Borne nous en parle. Mais d'abord, après des années sous les projecteurs comme leader étudiant, puis en politique active, Gabriel Nadeau-Dubois est à l'aube d'un nouveau départ. Le député de Gouin m'a reçu dans sa circonscription pour faire son bilan. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. C'est quand même tout un chapitre de votre vie que vous tournez, là. Oui, c'est une grosse page qui se tourne sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi. Disons que je suis fier du chemin, mais j'aurais voulu que ça se termine autrement. Ça, c'est certain. Quand je me suis lancé en politique il y a à peu près 10 ans, c'est pas comme ça que j'imaginais la conclusion. Mais vous l'imaginez comment, la conclusion? Je sais pas exactement comment je l'imaginais, mais pas comme ça. C'est quoi votre plus grande déception?
C'est que ça se termine comme ça. C'est que ça se termine comme ça. J'aurais voulu accomplir davantage. J'aurais voulu amener ma famille politique plus loin. C'est ça qui me déçoit le plus. Quand vous parlez de famille politique, quand les attaques viennent des adversaires, ça fait partie du jeu politique. Mais quand les critiques viennent de sa propre famille politique, est-ce que c'est plus difficile, ça? Oui, c'est plus difficile. Parce que quand on s'engage en politique, on le sait qu'on va débattre avec, en face de soi, des gens qui ont une vision différente pour le Québec. Mais de se retrouver dans une situation où, dans la majorité de notre temps, ce qu'on fait, c'est de réparer des pots cassés ou de se déprendre de conflits avec les gens avec lesquels on pensait être d'accord. Est-ce qu'il y a un dossier là, qui va vous empêcher encore de dormir? Oui, la crise du logement. Les combats qui m'ont toujours le plus préoccupé, c'est les combats du quotidien. C'est s'assurer qu'au Québec, les gens soient capables de se loger dans la dignité, d'avoir assez à manger, d'avoir des bonnes écoles. Mais pourquoi, d'après vous, la gauche a tant de difficultés, puis pas seulement au Québec? Là? Si j'avais la réponse complète à cette question-là, je serais sans doute pas sur mon départ. Fait que moi, j'ai pas toutes les réponses. Par contre, ce que je vois, c'est que oui, il y a une perte de vitesse de la gauche à travers le monde. Et par contre, ce que je vois aussi, c'est que les endroits où la gauche a eu des succès, notamment à New York avec Zoran Mamdani, c'est des endroits où la gauche s'est vraiment emparée de ces enjeux-là, les enjeux du quotidien. Si on veut vraiment devenir une force politique qui est reconnue par les électeurs comme étant une force politique qui va non seulement être préoccupée par les questions du quotidien, les questions du coût de la vie, mais qui va avoir des solutions qui vont fonctionner. Je vous entends. Est-ce qu'un autre véhicule politique pourrait vous intéresser? Moi, j'ai 36 ans seulement. Hein? Alors, je suis beaucoup trop jeune pour dire des mots comme jamais. Là. Je sais pas où je serai dans 15 ans. Je sais pas où le Québec sera dans 15, dans 20 ans. Mettons dans un an ou deux. Là. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, j'ai besoin de vivre autre chose. C'est ce que je veux vivre autre chose. Qu'est-ce qui va arriver en premier? La prochaine Coupe Stanley à Montréal ou le retour de GND en politique? La prochaine Coupe Stanley, d'après moi, va arriver plus vite parce qu'on a une équipe qui est jeune, bourrée de talent. Donc, moi, je prévois une Coupe Stanley dans les 4 ou 5 prochaines années à Montréal. Et je suis absolument certain que je ne serai pas de retour en politique dans 4 ou 5 ans. Mais est-ce que vous partez serein, soulagé ou amer ou un mix des trois? Je dirais serein, oui. Soulagé, oui. Amer, c'est peut-être un petit peu fort. Okay. Déçu. Mais oui, il y a une pointe de déception. Il y a une pointe de déception. Mais en même temps, j'aurais pas été heureux si j'étais resté. Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne sait pas sur Gabriel Nadeau-Dubois? Je veux un scoop, là. Je pense que je suis un gars plus simple puis plus ordinaire que bien des gens l'imaginent. Ah oui? Je pense que j'ai aussi changé. Tu sais, quand je suis entré dans la vie publique, j'étais un jeune universitaire, un peu intello. J'étais un gars beaucoup plus terre-à-terre que je l'étais il y a 15 ans, plus simple. Je vous ai entendu dire un peu plus tôt cette semaine que vous n'avez pas de plan pour la suite. Ça, j'ai de la misère à vous croire. Tout le monde... Madame Bergeron, tout le monde... Est-ce que je peux en douter? Tout le monde me dit ça. Mais non, j'ai pas de plan. Je veux prendre l'été pour y réfléchir. Je sais ce que je veux faire. Je sais pas où je vais le faire. Tu sais, je veux être dans l'action. Je vais vous soumettre quelques offres d'emploi. Okay. Et vous me dites, j'applique ou je passe. OK. Puis je peux-tu prendre en délibéré certaines, mettons? Non. Non, OK, j'applique ou je passe. Là, comme ça, petite réponse rapide. Là, OK. Président d'Hydro-Québec. Je passe. Chargé de cours à l'UQAM. Je passe. Ah oui? Oui. Écoute, peut-être un an, mais je veux pas faire ça trop longtemps. J'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie de faire une différence. Directeur d'un organisme communautaire. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Animateur de balado. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Attends, parce que c'est à temps partiel, puis je pourrais faire autre chose à côté. Chroniqueur politique. Si c'est à temps partiel, je pourrais peut-être appliquer. Puis un autre poste qui va être libre bientôt, belle-mère pour Québec solidaire. Ah, ça, j'envoie pas mon CV, puis je change d'adresse courriel pour être sûr de ne pas recevoir l'offre d'emploi. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Ça fait plaisir. Le décès de la docteure Karina Poliquin a eu l'effet d'une onde de choc. On en parlait hier. Malheureusement, vous le savez, son cas est loin d'être unique. En fait, 1 médecin sur 3 a eu des pensées suicidaires, mais combien passent à l'acte? Voici le deuxième reportage de l'enquête de notre collègue Marie-Claude Paradis-Desfossés. On s'en va rencontrer Dr Steven Palenchuk, intensiviste et auteur du balado « Soigner jusqu'à se briser ». Si je suis plus une soignante, si je peux plus aider personne, qui je suis maintenant?
Et vous l'abordez clairement, que vous avez des problèmes de dépendance, des idées suicidaires, que vous avez fait 2 dépressions. Pourquoi avoir choisi publiquement de le dire? Parce que je pense que c'est un message qui est important. Puis, on vit beaucoup ce genre de détresse-là dans la solitude. Je me pensais faible d'avoir à traverser ces épreuves-là, mais quand j'ai pris la parole publiquement, j'ai eu plein de personnes qui se sont reconnues un peu dans l'histoire. Bonjour, Nicole. Enchanté. Je suis Jean-Paul Brutus, je suis chirurgien plasticien, spécialiste en chirurgie de la main depuis 25 ans à peu près. Le simple fait d'aller travailler le lundi matin, j'avais une douleur à l'estomac qui apparaissait. Je pensais que j'avais un ulcère d'estomac. Et je me suis rendu compte que mon ulcère d'estomac, il guérissait le samedi après-midi. Et pour réapparaître le lundi suivant, je me dis, est-ce que j'aime encore ce métier? Parce qu'il me rend malade. Et finalement, j'ai pris la décision de quitter l'hôpital et de quitter le système public. Docteur Karina Poliquin s'est enlevé la vie en avril dernier. Elle avait déjà abordé publiquement qu'elle avait souffert d'épuisement professionnel. On me pointe parfois du doigt. Pourquoi tu travailles moins que les autres? On est tous épuisés. Oui, mais j'ai fait un burn-out en 2020. Puis je veux pas en faire un deuxième. Pas pour moi, mais surtout pour mes patients. Vous avez parlé du décès de Dr Karina Poliquin. Quel effet ça a eu sur vous, ça? Je dirais un catalyseur d'une réflexion qui est chez moi depuis très longtemps, depuis des suicides de médecins dans mon milieu il y a quelques années aussi. Moi, j'en connais personnellement 3 et j'en connais une vingtaine de façon indirecte. De collègues que j'ai connus directement ou indirectement, au moins 5. Puis peut-être si j'élargis sur les soignants que j'ai rencontrés, côtoyés, peut-être pas loin d'une dizaine. Notre profession est une profession à haut risque. Je veux dire haut risque de problèmes de santé mentale, de problèmes de détresse psychologique. Selon le sondage national de l'Association médicale canadienne, 11 % des médecins ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année, comparativement à 2,6 % dans la population en général. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être encore beaucoup de silence derrière la souffrance, entre autres chez nos soignants. Mais combien sont-ils à passer à l'acte? Si le phénomène semble préoccupant, les suicides des soignants ne sont pas comptabilisés, du moins pas ici. Aux États-Unis, on recense les suicides par secteur d'activité et par profession. Ces données sont ensuite utilisées par les CDC, principale agence de santé publique américaine. Les métiers de la santé et des services sociaux sont dans le top 20 des secteurs les plus à risque. Ils arrivent au 8e rang chez les femmes et en 9e position chez les hommes. Nous avons voulu pousser l'enquête plus loin en croisant les rapports du coroner sur les suicides avec la liste des médecins décédés publiée par le Collège des médecins. Mais cette liste est mise à jour tous les 3 mois et malgré une demande d'accès à l'information, le Collège a refusé de nous donner accès aux versions antérieures. On a quand même trouvé et analysé plusieurs rapports de coroner concernant des médecins décédés par suicide. Voici quelques exemples. Médecin spécialisé décédé en mai 2022. Ces problèmes anxieux sont reliés au cumul d'un poste administratif à l'hôpital et à ses fonctions cliniques. Urgentologue au front pendant la pandémie, décédé en janvier 2021. Un arrêt de travail plus prolongé fut nécessaire puisque ses problèmes de santé mentale s'accentuaient et elle était complètement épuisée. Malheureusement, cet arrêt de travail a provoqué un fort sentiment de culpabilité face à ses collègues et aux usagers du système de santé. Médecin nouvellement retraité, décédé en août 2021. Il se sent inutile, il n'a pas de projet et se sent aussi coupable d'avoir abandonné ses patients. Quelqu'un qui souffre dans un milieu de travail, il faut en prendre soin. Demander de l'aide, c'est un geste de force. Aujourd'hui, des voix s'élèvent tant du côté des médecins qui ont déjà perdu trop de collègues que du côté des intervenants qui œuvrent dans la lutte contre le suicide. Je pense qu'il faudrait mettre en place un observatoire sur les suicides, mais selon les professions. Oui, pour mieux prévenir, mais aussi pour mesurer l'impact des services qui sont déjà en place. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On va évidemment parler de ce sommet du G7 parce qu'il y a plusieurs choses quand même qui retiennent l'attention, mais en ce moment, les leaders semblent se tourner, en tout cas mettre de la pression sur Poutine pour tenter de mettre fin à cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus. Oui, et pour faire ça, il faut amadouer Donald Trump. Alors, tous ces leaders qui ont ou critiqué ou, disons, pas soutenu la guerre en Iran,
qui a eu des impacts économiques mondiaux. Ça a eu un impact sur le prix du pétrole et ça a créé de l'inflation à travers le monde. Mais là, tout d'un coup, ils étaient tout miel avec lui. Le chancelier allemand lui a remis un gilet de l'équipe allemande avec le numéro 47, parce qu'il est 47e président des États-Unis. C'était son 80e anniversaire, comme tu as vu. Et donc, là, il faut régler le détroit d'Ormuz. C'est pas clair encore. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette entente entre l'Iran et les États-Unis? Un, c'est fragile, et deux, les détails ne sont pas connus. Et donc, là, tout d'un coup, là, la marine française, britannique vont aller aider à déminer pour laisser passer les vaisseaux. Mais pour revenir à la question de l'Ukraine, parce que le président Zelensky était là... Ils avaient l'air en tout cas, M. Zelensky avait l'air encouragé. Là. Il est un peu encouragé. D'abord, une chose qui est passée un peu sous le radar, c'est que à cause de la guerre en Iran, pour éviter que les prix du pétrole augmentent trop, les Américains avaient relâché les sanctions contre les Russes. Et donc, les Russes ont pu vendre plus de pétrole, ont fait beaucoup d'argent. Et là, il a annoncé qu'il allait probablement, mais c'est toujours un peu confus, que la position des États-Unis, de Donald Trump avec son ami Poutine. Là, il a dit qu'il allait augmenter la pression à nouveau et qu'il allait renouveler les sanctions. Qu'est-ce que ça va donner, Marie-Christine? Cette guerre en Ukraine, elle dure maintenant, elle a duré plus longtemps. Éternel. Mais ça a duré plus longtemps que la Première Guerre mondiale, qui a traumatisé le monde entier. Et il y a 35 000 personnes qui sont mortes seulement dans le mois dernier. Alors, est-ce que c'est un peu d'espoir pour Zelensky? Peut-être, mais là, il est déjà en train de penser à des préparations pour l'hiver prochain. Oui. Alors, ce sera évidemment encore à surveiller. Yves, je vais regarder avec toi un autre côté, parce que quand il y a des rassemblements comme ça de leaders mondiaux, de grands dirigeants, on se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire quand les micros sont fermés, quand les caméras ne sont pas là? Regardez bien cet échange. Alors, on voit le président Trump et Mark Carney qui ont une petite discussion, un petit small talk. Oui, parce que Mark Carney, parce que ça a agacé beaucoup les États-Unis que le Canada fasse une entente avec la Chine, fasse entrer la production d'une 50 000 véhicules chinois. Et là, il va voir Donald Trump et il dit, c'est juste 3 du marché. J'ai pensé que tu aimerais ça. Puis il dit, oui, c'est correct. Alors, il faut savoir que Mark Carney, sans que ça paraisse, il parle régulièrement à Donald Trump. Il y a des éclats sur la place publique, mais en privé, il y a des communications régulières. C'est ça qu'ils se disent. Ils chuchotent des choses dans l'oreille. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Yves. À demain. C'est aujourd'hui l'entrée en scène de 3 puissances à la Coupe du monde de la FIFA 2026. On en parle un peu plus tard avec les gars du 5 à 7. Le 40e anniversaire de la chaîne Musique Plus, les fans qui vont avoir droit au fameux spectacle Génération Musique Plus 86-96. Animé par deux anciens VJ, Geneviève Borne et Paul Sarrazin, qui vont nous plonger dans l'univers Musique Plus. Donc, c'est vraiment, on a transporté le studio télévisé de Musique Plus en salle. Il va y avoir des anecdotes, il va y avoir des images d'archives, il va y avoir des vidéoclips. Et j'ai rencontré Geneviève Borne plus tôt aujourd'hui, puis je lui demandais, c'est quoi ton plus grand souvenir, ton souvenir le plus marquant de Musique Plus? Je te dirais que c'est la chance d'avoir rencontré mes idoles d'adolescence. Parce que j'adorais, quand j'étais ado, des groupes comme Depeche Mode, Tears for Fears, Simple Minds. J'ai fait une entrevue avec Ozzy que j'ai adorée. C'est sûr qu'on présente un extrait de mon entrevue avec Ozzy dans le spectacle parce qu'il était absolument charmant. Tu sais, c'était le roi des ténèbres, le prince des ténèbres, mais il était doux comme un agneau, il était super gentil, adorable. Elle en a rencontré de la vedette pendant son passage à Musique Plus. Madonna qui a été une rencontre marquante, mais sa rencontre la plus mémorable, c'est celle-ci.
Je dirais Phil Collins, parce qu'il m'a vraiment fait comprendre que les artistes ont besoin de reconnaissance. Parce que là, il était à un moment, dans les années 90, où sa carrière allait pas si bien que ça, alors que dans les années 80, Phil Collins, c'était un dieu. Avec Genesis ou en solo, il était dans le top 10 tout le temps. Puis dans les années 90, il m'a dit, j'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à moi. Et ça m'a marqué parce qu'on pourrait se dire, ben voyons, il est super riche, il y a des maisons partout dans le monde, qu'est-ce que ça fait? Mais non, chaque artiste a besoin de reconnaissance. Et c'est un show d'anecdotes. Et anecdote marquante pour elle, c'est avec le batteur de Metallica. Le batteur de Metallica, Lars Ulrich, c'était souvent lui qui faisait les entrevues. Puis une fois, j'avais un super beau côte de cuir noir, mais tu sais, style en forme de veston. Puis là, il regardait pendant l'entrevue comme ça. Puis à la fin de l'entrevue, il a dit « Hey, ton veston, là, je l'aime vraiment beaucoup. J'en cherche un partout comme ça. Est-ce que je peux te l'acheter? » Je dis « Ben ouais. » Il me l'a acheté 500$ cash US. Ça valait tout ça? Oui. Puis après, je l'ai vu sur la page couverture d'un magazine qui s'appelait Entertainment Weekly avec ma veste de cuir. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, entrée en scène de 3 puissances à la Coupe du monde de soccer. Mais juste avant, Oui. est-ce qu'on a capturé le kangourou? Écoute, on suit ça de minute en OK. minute. Ça se passe à Boucherville. On nous dit que les gens de la faune sont sur place et vont capturer probablement Joey, là, ce kangourou, ce wallaby. Là, c'est pas encore sûr à 100%. OK. Parfait. Tu nous tiens au courant. de toute Effectivement. façon. Je suis ça de minute en tu nous minute. Oui. interromps si c'est nécessaire, parce que l'actualité prime, Oui, évidemment. bien sûr. Mais oui, effectivement, donc pendant ce temps-là, on va remplir un peu de temps. Je vais te parler de la Coupe du Monde. Oui, Les trois c'est important quand puissances. même. Il y a la France, il y a la Norvège et il y a l'Argentine qui se préparent à entrer donc en action. Voici la France qui affrontait le Sénégal et les Français l'ont emporté 3-1. Dans ce match, 2 buts pour Kylian Mbappé, la grande vedette. Ça lui a fait donc 58 buts sur la scène internationale. C'est le meilleur buteur, je pense. Devient le meilleur buteur de l'histoire de la France devant Olivier Giroud, qui était le deuxième maintenant avec 57 buts. À 21h ce soir, Marie-Christine, entrée en scène des champions en titre, l'Argentine et Lionel Messi qui va affronter l'Algérie. Alors Messi, ce sera déjà sa 6e Coupe du Monde. Tout a été dit, tout a été mentionné à son sujet. Plusieurs le considèrent comme étant le meilleur joueur de la planète. Le Messi. On ne fera pas de jeu de mots avec un Messi. Non, beaucoup. Donc, l'Argentine qui va tenter de remporter un 2e titre consécutif. Ça ne s'est pas vu depuis 1942. Et on va également surveiller. Le match commence dans 5 minutes. C'est la Norvège qui affronte l'Irak avec encore une fois un joueur absolument exceptionnel. C'est Erling Haaland, le Norvégien. Lui aussi, un des meilleurs joueurs sur la planète. Donc, il y a plusieurs Norvégiens qui se sont déplacés aux États-Unis pour aller voir ce match. Beaucoup de choses à surveiller. Maintenant, fraîchement éliminer les Golden Knights qui doivent se trouver un nouvel entraîneur-chef. Oui, John Tortorella qui avait pris la place de Bruce Cassidy, que les Golden Knights avaient congédié à la toute fin de la saison, ne sera pas de retour à la barre des Golden Knights. Pourtant, incluant la saison régulière et les séries éliminatoires, s'affiche incroyable. 21 victoires, 8 défaites et 1 revers en bris d'égalité. Les Golden Knights en seront à un 5e entraîneur l'an prochain, à leur 10e année d'existence. Quand même, John Tortorella va avoir 68 ans. Les Hurricanes à Caroline, Marie-Christine, qui poursuivent leurs festivités. On te montre des images de certains joueurs dans un bar. Nicolas Deslauriers, entre autres, avec la barbe. Mais regarde celui qui est à côté de lui, Seth Jarvis, le joueur Hurricane qui célèbre avec son casque. Mais s'il tombe de hockey. Oui, des faux. C'est prudent, Yannick. Je sais pas s'il est au courant qu'il avait encore son casque. Mais tu vois que les gens sont très heureux et les joueurs également. Et je vais te parler également de cette visite de la victoire de Montréal la semaine dernière à l'Assemblée nationale. On en a parlé, évidemment. Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, Anne-Renée Desbiens, Caroline Dubois. Et la première ministre, Christine Fréchette, avec qui tu as fait une excellente entrevue hier, a publié sur ses réseaux sociaux aujourd'hui une vidéo de la visite des joueuses de la victoire. Et elle avait un message d'espoir pour les jeunes joueuses que tu vois sur les images. Écoutons la première ministre, Mme Fréchette. Alors à toutes les filles, à toutes les jeunes filles, moi je dis osez, prenez votre place, puis n'acceptez pas qu'on vous dise que vos objectifs sont inatteignables. Parce que vous allez pouvoir le faire si vous mettez la détermination. Alors, bravo, bravo à vous toutes et très contente de vous recevoir ici. Félicitations. Beau message. Oui, félicitations. Ben oui. Très, très beau message. Inspirant, effectivement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, les gars. Merci bien. Bye-bye. Bye-bye. Bonne chance au kangourou.
On reste dans le domaine du sport. À la Coupe du monde de la FIFA, le gardien de but du Cap-Vert a joué les héros dans le match contre l'Espagne, l'une des équipes les plus redoutées du tournoi. Josimar Diaz était totalement inconnu du grand public avant ce match nul qui s'est soldé, je vous le rappelle, par la marque de 0-0. Sur ses réseaux sociaux, il est passé de quelques dizaines de milliers d'abonnés à plus de 700 millions en seulement quelques heures. Le joueur de 40 ans a grandement contribué à cet exploit de son équipe. On vient chez nous maintenant. L'Aquarium de Québec a de nouvelles pensionnaires. Ce sont 4 loutres de mer, toutes rescapées en très bas âge. Elles ont été évaluées, mais ont été déclarées inaptes à retourner à la vie sauvage. Donc, elles vont résider dans un ancien enclos pour morses spécialement réaménagé pour elles. Les loutres ont été transférées donc de l'Aquarium de Vancouver aujourd'hui. Voilà, ça complète. C'est Marie-Claude qui sera avec vous ce soir à 22h.